Bonjour, donc je fais cette vidéo suite à une remarque dans un commentaire d'une personne qui m'a expliqué qu'il y avait un problème sur la plus-value dans l'immobilier en fait, et sur le long terme, et que c'était rétroactif et que c'était un scandale, et je trouve que effectivement c'est un scandale. Donc la vidéo elle va porter là-dessus, c'est en fait l'amendement CF 1814, premier point de la vidéo. Deuxième point de la vidéo que je vais probablement traiter en premier, en fait on a le compte-rendu de la séance de la commission des finances, dans lequel cette commission en fait a pris la décision à propos de l'amendement sur la fiscalité des expatriés, des Français de l'étranger. Donc on va analyser en détail les échanges qui ont eu lieu à cette occasion-là. Et je pense que c'est vraiment particulièrement important, hein, parce que on a bien compris que ça avait été rejeté à l'Assemblée, mais il y a toujours le risque qu'il revienne plus tard, et c'est vraiment un problème. De plus, pour moi, il y a quelque chose, enfin au fur et à mesure que je circule un peu dans tous ces textes, dans tous ces machins-là, et puis aussi de regarder comment se passe la politique. Je pense il y a absolument deux mesures qui devraient être prises à propos des élus. Il y a deux mesures qui me paraissent absolument indispensables au vu de ces dernières années en fait, de politique, hein, qui transparaît dans le même dans la presse mainstream. Le premier, c'est que quand on voit comment sont rédigées les lois, etc., il y a vraiment un problème avec la classe politique. Ce sont des gens, visiblement, ils ont un problème avec beaucoup de choses. Donc je pense que l'idée qu'il devrait y avoir, c'est que à partir du moment où vous avez un élu, eh bien, il devrait prendre des cours, par exemple un an de cours. Vous voyez, à partir du moment où la personne est élue, elle n'a pas tout de suite son poste, son siège au Parlement, ou même un poste de ministre ou de président ou de quoi que ce soit, ou même de maire de grande ville, mais cette personne-là devrait passer 1 an à 2 ans de formation politique. Ça veut dire par exemple, il faudrait supprimer l'école Sciences Po, hein, il faudrait supprimer partout en France tout ce qui s'appelle Sciences Po, en termes de, si vous voulez, d'études, vous sortez de l'école et puis vous enchaînez sur les études de Sciences Po, voilà, comme un étudiant. Ça devrait être supprimé. L'accès à des études du type sciences politiques devrait être réservé et payé uniquement pour des élus. Vous voyez un peu la différence, c'est-à-dire que en fait vous n'avez pas des gens qui quelque part de manière héréditaire quelque part gardent un peu la connaissance et la politique, etc. Mais on devrait faire pareil pour l'ENA d'ailleurs. Pareil, l'ENA devrait être vraiment supprimée dans sa forme actuelle, et tout ce qui est appris à sciences politiques et l'ENA, en fait, ça devrait être 1 an à 2 ans de formation de l'élu avant qu'il commence à prendre des décisions sur les lois. Euh, Pas seulement ça, il devrait aussi avoir un minimum de compréhension de l'informatique, des nouvelles technologies, parce que c'est pas possible d'avoir des députés qui visiblement comprennent à rien dans ce domaine-là. Euh, voilà, la première idée c'est ça, supprimer les écoles. C'est particulièrement injuste de voir des gens qui sont formés là-dessus parce que leurs parents ont les moyens, parce ils sortent des bons milieux. C'est absolument injuste. Il faut que ces écoles-là, que ces cours-là soient réservés aux élus de la République. Et pour le coup, c'est applicable à tout le monde, hein, je veux dire, de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein. Comme ça, vous auriez 1 à 2 ans de formation pour tout ce qui est l'organisation de la société, les lois, etc. Ça me paraît franchement quelque chose de très raisonnable. Aussi formé aux finances publiques, parce que visiblement, il y a des gens qui comprennent rien à rien. Donc ça me paraît vraiment une réforme extrêmement raisonnable et extrêmement nécessaire. Je ne comprends pas
comment on peut dire, je veux dire, c'est assez évident que quelqu'un qui se présente aux élections, c'est pas parce qu'il gagne les élections que tout d'un coup il a la science infuse. Je veux dire, le travail qui se fait actuellement sur les lois montre que il y a des gens qui sont en position d'élus qui comprennent rien à rien, je veux dire clairement, et donc ça c'est vraiment un problème. Il faut que ces gens-là soient formés. Je veux dire, les gens ils peuvent venir de milieux complètement divers. Il n'y a pas de honte à pas connaître un sujet avant de l'avoir étudié. Il n'y a vraiment aucune honte à ça. Mais à partir du moment où ces gens-là ont été élus, il faut qu'ils aient une période de formation. Je veux dire, quand vous rentrez dans un boulot, on vous met pas tout de suite à gérer des trucs graves, importants, etc. Il faut une période d'apprentissage, il faut une période de pratique, une période d'expérience. Et ben ça, c'est nécessaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui me paraît aussi très indispensable, mais bon, c'est tout simplement d'avoir une analyse psychiatrique des personnes, du personnel politique élu à partir du moment où ils sont élus à des postes de responsabilité, on va dire décisionnaires assez graves. Je pense que c'est pas normal de pas... Alors, ça serait pas éliminatoire, hein, pas du tout, mais au moins, ça serait normal qu'avant des élections, on puisse avoir à peu près une idée de est-ce que la personne qu'on va élire est quelqu'un qui est sain d'esprit ou quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit. Alors, je sais, on va me dire oui, machin, tout ça, tout ça. Je sais pas, ça peut être... Les candidats peuvent être passer devant trois psychiatres de manière à voir s'il n'y a pas des problèmes. Mais on le voit avec des gens qui viennent un peu de nulle part, qui sont inconnus. Je veux dire, avant, il y avait un enracinement des élus dans le terrain. Les gens étaient maires, étaient députés, étaient ministres, étaient présidents, et il y avait quelque part une... Ils étaient connus, on connaissait leurs réactions. En plus... Il y a il y a un phénomène qui se passe ces dernières années quand même, c'est que moi je pense que les gens élisent des gens qui sont exprès quelque part extrémistes. Enfin c'est pas extrémiste, c'est pas le mot extrémiste, c'est pas le mot, mais comment dire, qui ont vraiment un problème avec la réalité parce que eux-mêmes sont en révolte, voilà. Et donc ça permet quelque part de faire passer une révolte, etc. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il n'y aurait pas de contrainte, mais au moins les électeurs choisiraient des gens en toute connaissance de cause avec leurs qualités et leurs faiblesses. Donc voilà, ça c'est pour moi les deux points qui sont importants. Donc on va passer maintenant au compte-rendu de la réunion. Donc je vous ai dit, hein, il y a deux amendements. Le premier, c'est enfin, celui que je vais traiter en second, ça va être le 1814, le CF 1814, qui parle de l'immobilier. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce compte-rendu, eh ben, le premier compte-rendu, c'est sur le fameux amendement de la fiscalité des Français de l'étranger, contre les Français de l'étranger, contre les expatriés. C'est l'amendement CF 821. Donc là, on a une discussion, hein. L'amendement reprend la troisième proposition de la mission d'information relative à l'impôt universel que une personne du MODEM, donc on a une personne du LFI NFP, hein, et une personne du centre. Je crois que c'est MODEM, j'en suis pas sûr. Normalement, c'est marqué quelque part. Non, démocrate. Voilà, démocrate. Je sais pas trop ce que c'est en fait comme parti, hein. Mais voilà. Donc, on a la création d'un impôt universel comparable à celui en vigueur aux États-Unis. Donc, c'est très clair, hein. C'est-à-dire fondé sur la nationalité plutôt que la résidence, hein. On est bien donc tout à fait dans la création d'un impôt universel. Ah oui, il dit ça s'est révélé impossible. Pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, ça s'est révélé impossible. Mais on va voir qu'en fait, si, c'est un impôt universel. Il s'agira d'appliquer à l'instar des pays comme l'Allemagne. Donc l'Allemagne, je l'avais analysé avec la Suède et la Finlande.
l'Allemagne, la Suède et la Finlande, c'est très clair, c'est juste une exit tax. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec, un impôt universel. Hein. Les contribuables percevant un revenu, etc., seraient imposés la différence entre ce montant, etc. Un tel système présenterait l'avantage de ne pas remettre en question les accords binationaux conclus et de ne concerner que certains systèmes fiscaux étrangers et d'être concentré sur les hauts revenus. Donc on a vu que c'était pas vrai. Donc là ensuite il y a une personne qui est défavorable. Voilà. Il ne s'agit pas de créer un impôt qui s'appliquerait indifféremment à tous les Français, mais un dispositif ciblé, qui existe déjà sous différentes variantes dans plusieurs pays de l'Union européenne. Non, non, non. Dans l'Union européenne, c'est une exit tax, c'est-à-dire que c'est une taxe en fait sur la vente de plus-value d'actions. On ne parle pas du tout d'impôt sur le revenu, ça n'a vraiment rien à voir. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la Suède et la Finlande, si les gens prouvent qu'ils sont plus du tout résidents en Suède ou en Finlande, ils ont plus, ou en Finlande, je me rappelle plus duquel des deux, hein. Je l'ai traité dans une réunion, dans une vidéo sur la vigilance. Notre amendement concernerait les personnes ayant résidé en France. Alors, notre amendement concernerait les personnes ayant résidé en France. Non. L'amendement il traite spécifiquement des Français avec la nationalité française et ainsi bénéficier des infrastructures et du système éducatif. Alors, bénéficier du système éducatif, il a déjà été payé par les impôts des parents en fait, hein, le système éducatif. Je veux dire, c'est les impôts des parents qui financent le système éducatif. Il n'y a aucune raison pour que ça soit payé une deuxième fois. Les infrastructures, elles sont toutes payantes. Je vois pas beaucoup d'infrastructures gratuites, à part les routes. Mais je veux dire, dans n'importe quel pays, les routes sont gratuites. L'exil fiscal, voilà. Donc ça c'est intéressant, hein, parce que c'est la reconnaissance que ça touche tout le monde. Vous voyez, ils disent que ça touche pas grand monde, mais en fait... le représentant LFI-NFP dit « Il permettrait de lutter contre les effets de l'exil fiscal sans toucher trop durement les personnes souhaitant simplement s'installer dans un pays étranger pour d'autres motifs. » Donc, cette phrase-là, elle est très très claire, elle est extrêmement limpide, sans toucher trop durement. Donc ça veut dire que ça toucherait bien tout le monde. C'est écrit là. Enfin, c'est ce qu'il a été prononcé, hein, puisque ça en fait, c'est le compte-rendu de ce qui a été prononcé. Hein. Voilà. Alors, et ça c'est intéressant, parce que c'est une des personnes qui a failli faire passer ce truc-là. Donc, c'est quelqu'un de l'arc macroniste, hein, les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, là on est en plein dedans. Hein. Donc instaurer un impôt universel semble en effet impossible en raison des multiples conventions internationales engageant la France. Non, non, pas du tout. Ça c'est une légende qui est répétée, mais non, il faut reprendre les textes et on s'aperçoit que sur certains revenus, c'est pas le cas du tout, justement. Les conventions, elles font pas obstacle à ça, hein, sur certains revenus. L'impôt s'appliquerait bien seulement aux personnes, et ça, c'est absolument incroyable. Même si, pour des raisons pratiques, nous avons dû le limiter aux personnes ayant également la nationalité française. Il aurait été trop difficile de l'étendre aux étrangers ayant résidé en France. Mais c'est quand même assez fou, quoi. Quelque part, ils sont en train de nous dire qu'on va pénaliser les gens qui ont la nationalité française, alors que finalement, si on reste dans leur optique, que vous soyez français
ou étrangers, vous bénéficiez, entre guillemets, des infrastructures et de l'éducation du système français. Donc c'est juste hallucinant de voir que, comme ça, par le choix du prince, entre guillemets, parce qu'il faut quand même en avoir l'envergure, et ben à ce moment-là, on décide que finalement c'est plus simple, donc juste la nationalité française. Ce qui remet en question le fameux bénéficier des infrastructures et du système éducatif. Que je sache, les étrangers ne sont pas mis hors des infrastructures, ils ont le droit d'emprunter les routes, ils ont le droit de prendre le train, ils ont le droit d'utiliser le téléphone, ils ont le droit d'aller sur Internet, ils ont le droit d'aller dans le système éducatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je veux dire, ça sort d'où cette hallucination, hein? Peut-être faut-il retravailler l'amendement, mais le principe est parfaitement accepté dans d'autres pays, hein. Non, il n'est pas parfaitement accepté dans d'autres pays. D'abord parce que, encore une fois, ces gens-là ne lisent pas ce qui se passe dans les pays européens. Je ne sais pas, à un moment donné, il y a quelqu'un dans un couloir qui doit lâcher Finlande, Suède, Allemagne, et il répète Finlande, Suède, Allemagne. Mais personne ne va voir les textes, quoi. Purée, mais allez voir les textes, renseignez-vous, je sais pas, vous prenez des décisions, allez voir les textes. Une personne s'installe, non, c'est pas ça du tout. C'est sur les actions, ce sont des exit tax, ce sont pas du tout ça. Et quand au principe est parfaitement accepté dans d'autres pays, non, vous avez seulement 2 pays dans lesquels c'est le cas. Vous avez l'Érythrée, hein, une taxe 2% sur la nationalité. Vous avez les États-Unis. Et les Américains vivent la croix et la bannière avec ce truc-là qui a été mis en place par Obama de manière drastique en 2014, même si ça préexistait avant. Et maintenant, par exemple, Trump a dit qu'il voulait supprimer ça. C'est une catastrophe, je m'en suis beaucoup fait l'écho sur la chaîne vidéo, c'est une catastrophe pour les expatriés américains. Ça m'a surpris à quel point, mais intéressez-vous aux lois que vous défendez. Le groupe socialiste est favorable à cet amendement. La différence avec l'Allemagne réside peut-être dans le fait que la France a signé davantage de conventions bilatérales. Non, pas du tout. Cette personne-là, encore une fois, n'a pas été lire le texte de l'Allemagne comme je l'ai fait. Le texte de l'Allemagne, il concerne les actions susceptibles d'être vendues. Et puis actuellement, vous avez même un nouveau texte qui est passé sur les ETF. Hein, c'est des outils financiers. Ça n'a rien à voir avec l'impôt sur le revenu tel que c'est décrit dans le truc. Quel pays non coopératif serait concerné si cet amendement était adopté? Mais visiblement, là encore, cette personne n'a pas compris le texte, ou elle n'a pas lu, ou je sais pas quoi. C'est pas basé sur des pays non coopératifs, entre guillemets, mais c'est basé sur des pays dont, je cite, l'impôt est inférieur de 50% sur les revenus, virgule, du capital ou du patrimoine. Donc il suffit qu'une de ces 3 cases soit à moins de 50%, et ça représente énormément de pays dans le monde, et à ce moment-là, c'est concerné. Pourquoi ces gens-là qui font les lois ne lisent pas les lois dont ils discutent? Le Rassemblement national se félicite de la reconnaissance de la nationalité comme critère d'imposition. Voilà. Dès lors que nous défendons la priorité nationale, il nous paraît logique qu'ils soient associés non seulement les droits, mais aussi des devoirs. Seulement le problème, c'est que quand on parle d'imposer les expatriés, on n'explique pas, je ne comprends pas que dans cette phrase-là, on n'explique pas qu'il faut aussi la gratuité de l'école pour les enfants, qu'il faut aussi la gratuité de la sécurité sociale, comme ça se passe pour les Français de métropole, alors que les expatriés sont obligés de se payer ça, en plus de la sécurité sociale qu'ils payent dans leur pays d'expatriation. Et
et il y a tout un tas de choses comme ça, en fait, où c'est complètement déséquilibré. De plus, il faut dire que à partir du moment où vous avez un système fiscal dans un pays, il correspond à peu près... Il y avait un des youtubeurs qui prenait l'exemple de Singapour. Mais Singapour, ce texte, c'est une catastrophe. Parce que effectivement, vous avez peu d'impôts à Singapour, mais il faut voir le niveau de vie. C'est-à-dire que si vous appliquez des taxes comme en France à des gens qui travaillent, qui sont salariés, c'est même pas des grands capitalistes, des milliardaires, si vous appliquez des taxes sur les salaires de Singapour, mais ils vont faire comment les gens pour habiter puis pour manger? Ils vont être obligés de quitter leur emploi et de partir ailleurs. Ils pourront pas rester là-bas parce que les taxes, le niveau de taxes à Singapour est adapté au niveau de vie, alors que le niveau de taxes qu'il y a en France est adapté au niveau de vie d'aucun pays développé. C'est un pays communiste, hein. Nous étions donc un peu malheureux lorsqu'il avait indiqué que les LFI et NFP et les démocrates, je crois que c'est le MoDem, avaient indiqué que l'impôt universel appliqué aux États-Unis ne pourrait voir le jour en France. Donc le Rassemblement national, lors de cette réunion, avait indiqué que ils étaient malheureux de voir ce qui était appliqué aux États-Unis ne pouvait pas l'être en France. Donc c'est très clair, c'est très très clair. En fait, vous prenez tous les problèmes qu'ont nos amis expatriés américains à l'international. Entre parenthèses, je vous rappelle que Trump veut supprimer ce truc-là, hein. Donc ça veut dire le fait qu'ils se fassent virer de leur banque, le fait qu'ils aient plein de problèmes avec les institutions financières internationales, le fait que c'est une catastrophe pour éventuellement leur mariage, etc. Enfin voilà, tout ce truc, et ben voilà, ils étaient malheureux. Même si c'est aussi différent, était probablement fondé. Voilà. Donc probablement fondé, on ne sait pas. Je me réjouis que cette mesure soit proposée sous une nouvelle forme. Nous nous abstiendrons ce soir dans l'attente de l'arbitrage du groupe, mais j'espère pouvoir voter cette disposition en séance. C'est important de bien comprendre tout ça. Je vous dis, il y a encore 2 ans et demi d'incertitude politique avant les élections présidentielles de 2027. C'est important de bien comprendre l'ADN, la philosophie des différents partis politiques sur ce sujet. Comprenez bien que vous avez une majorité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Un jour ou l'autre, ce genre de truc va revenir. Quand vous allez voter en tant que Français de l'étranger, faites attention à ça. Faites attention. Donc là, ok, donc lui, il est contre ce truc-là. Là, il parle du seuil de 50%. Alors, voilà, là par contre, il change. La taxation des revenus du travail et du capital. Vous voyez, à la différence dans le discours, au moment de la réunion, il y a marqué revenu du travail et du capital. Et du capital. Mais d'ailleurs, il a oublié et le patrimoine qui figure dans l'amendement. Mais c'est où dans l'amendement? C'est pas et, c'est important. C'est d'ailleurs le taux qui a été retenu par les pays européens qui se sont dotés d'un impôt de ce type. Absolument pas. Les pays européens ne se sont pas dotés d'un impôt de ce type, puisque l'impôt qu'il y a dans les pays européens, quand vous allez voir les règles fiscales des pays en question, la Suède, la Finlande, l'Allemagne, en fait, ce sont des exit tax, ni plus ni moins. Nous pouvons tout à fait améliorer. En revanche, le principe est bien le suivant: faire contribuer les personnes dont on peut fortement soupçonner qu'elles quittent la France dans le seul but de payer moins d'impôts. Voilà. Donc tous les expatriés, tous les Français de l'étranger sont soupçonnés
de quitter la France dans le seul but de payer moins d'impôts. Ces gens-là n'ont que ça à faire dans la vie, quoi. C'est hallucinant. Dans les pays qui l'appliquent, le système fonctionne et rapporte quelques millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du truc. C'est-à-dire que finalement, on va vous embêter, comme dirait un des jeunes inexpérimentés Mozart socialiste de la finance, mais moi je vais rester poli. Donc on va embêter les Français pour faire des doubles déclarations. Ils vont devoir consulter, même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont devoir faire appel à des conseillers fiscaux, etc. Et ils vont devoir faire ça pour quelques millions d'euros. Hein. C'est le seul moyen que nous ayons trouvé pour dissuader les contribuables de s'exiler fiscalement. Mais je sais pas, pendant que vous y êtes, vous avez qu'à les mettre en prison. Je veux dire, vous avez qu'à mettre autour de la France des barbelés, des miradors, comme vous êtes les héritiers en fait de l'URSS et de ce type de régime. Bah, allez-y, vous gênez pas. Mettez des barbelés autour de la France, des miradors, empêchez les gens de sortir, et là, vous allez voir, vous allez dissuader les contribuables de s'exiler fiscalement. Il n'y a pas de problème. Les études ayant montré que l'impôt universel envisagé un temps, notamment lors de la campagne électorale, est infaisable en France. C'est pas vrai. Les études, elles peuvent pas montrer ça, ou elles se trompent. Encore une fois, l'Érythrée, qui est un pays qui est un des pays les plus défavorisés du monde, où vous avez pratiquement pas d'armée, où vous avez une puissance financière inexistante, arrive à appliquer une taxe de 2% sur la nationalité. Donc il faut pas me raconter d'âneries. La France, elle peut le faire. Et les Français de l'étranger le savent déjà d'ailleurs. Quand ils vont ouvrir des comptes en banque dans certains pays ou dans certaines zones en tant que Français, ils ont des surplus de contrôle, ils ont des surplus d'ennuis administratifs. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, donc, mais retournez-vous vers des gens qui connaissent. Vous allez voir que je crois que c'est le cas de la Suisse, si j'ai bien compris. Hein, et éventuellement, c'est le cas peut-être d'autres pays, voilà. Mais si vous voulez, c'est déjà le cas. Tout ça, c'est déjà en place, en fait. Et d'ailleurs, si vous relisez les conventions de double imposition, je me suis un peu, par la force des choses, penché là-dessus ces derniers temps, vous allez voir, c'est assez clair. À l'intérieur, il y a les moyens de contrôle, il y a les moyens de rétorsion, il y a les moyens de saisie de l'argent où que vous soyez dans le monde. Donc non, ça c'est... Voilà. Études d'impact, etc. Donc voilà, la commission, elle avait adopté l'amendement CF 821 qui ensuite n'est pas passé à l'Assemblée nationale parce que finalement, eh bien, le Rassemblement national et je pense les démocrates, les DEM, alors DEM ou MODEM, je sais pas trop. Voilà. Eh bien, visiblement, se sont retirés et ne l'ont pas voté, donc le truc a été abandonné. Mais voilà, je veux dire, faut rester vigilant, il faut savoir que c'est une épée de Damoclès, hein. Je veux dire, ni plus ni moins, hein. Ça risque de retomber un jour. Donc, maintenant, l'idée, voilà. Vous avez, lors de la commission, vous avez eu un échange à propos, donc, des amendements CF 48 et le fameux amendement CF 1814 dont on m'a parlé dans un commentaire pour que je traite de la question. Donc j'en viens à l'amendement CF 1814. La fiscalité des plus-values immobilières, qui rapporte actuellement plus de 3 milliards d'euros, doit combiner deux objectifs, la lutte contre la rétention foncière et la lutte contre la spéculation. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que il y a une véritable attaque en règle juste contre un des éléments fondateurs de la Constitution, le droit de propriété. Ni plus, ni moins. Souvent, les lois qui existent en France, en fait, les lois qui existent en France
vous avez des lois en fait qui attaquent sans vergogne les éléments de la Constitution, hein. Et puis bon, le Conseil constitutionnel, depuis la pandémie, vous voyez un peu la confiance qu'on peut accorder à cet organisme. Donc le problème, c'est que là, on a vraiment un très gros souci. Ces gens-là, c'est pour ça, en début de vidéo, je parlais qu'il faut absolument que les élus, ils aient des cours de constitutionnalité, des cours pour élaborer les lois, etc. C'est indispensable. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui sont élus et qui finalement comprennent rien à pas grand-chose. La lutte contre la rétention foncière, pardon, la lutte contre la rétention foncière. Et puis on va voir que ça touche les plus-values. Donc l'amendement en question, le voilà. C'est le CF 1814. Alors il est passé, hein, je crois. Il est passé. Donc c'est pour ça que j'en discute. Donc la plus-value, alors évidemment, il faut se plonger un peu dans la complexité de tous ces trucs-là. Ce qui est assez antidémocratique. Moi, j'ai toujours pensé que ce genre de truc-là, c'est assez antidémocratique. Je veux dire, les lois, elles devraient être simples. Vous ne devriez pas avoir besoin d'avocats ou de spécialistes pour décrypter les lois. À partir du moment où vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour déchiffrer ce fatras de trucs, c'est plus de la démocratie. Je suis désolé, mais c'est plus de la démocratie. Donc la plus-value, ok, donc c'est pas ça, voilà, on y est. Le présent article s'applique aux cessions de biens ou droits de terrain à bâtir définis au petit 1 du 2 de l'article 257 du Code général des impôts à compter du 1er janvier 2026. Le présent article s'applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles autres que les terrains à bâtir définis du Code général des impôts ou des droits qui s'y rapportent à partir du 1er janvier 2027. Hein. Donc en fait vous avez une loi avec deux volets d'application, une au 1er janvier 2026, un premier volet, et un deuxième volet un an plus tard au 1er janvier 2027. La perte des recettes pour l'État, alors ça c'est assez bizarre parce que j'ai déjà vu ça quelque part, c'était dans la pension alimentaire, voilà, c'était dans la taxation des pensions alimentaires, et il y a la perte des recettes de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'assise sur les tabacs prévus du Code des impositions sur les biens et services. Alors c'est marrant, c'est la deuxième fois que je vois ce truc-là. Donc ça doit être une espèce de conclusion, un espèce de, comment dire, de prière rituelle qui est mis en fin de chaque loi pour dire que si jamais il y a un problème, on augmente les impôts sur le tabac. Voilà, c'est comme ça, vous parlez de pension alimentaire. Si jamais ça le fait pas, vous allez rajouter une taxe sur le tabac. Si vous prévoyez des taxes sur l'immobilier et puis que ça rapporte moins d'argent, hop, vous mettez une taxe sur le tabac. Entre parenthèses, en France, si vous rêvez d'aller dans un paradis fiscal, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile d'aller dans un paradis fiscal en France. C'est simple, vous arrêtez de jouer au loto, vous arrêtez de boire de l'alcool, vous arrêtez de fumer et vous ne servez pas d'une voiture. Et là, vous êtes dans un vrai paradis fiscal. Bon, allez, je continue. Donc, cet amendement est un amendement. Donc là, c'est l'exposé. Hein. En fait, c'est très court. Hein. C'est-à-dire que l'amendement, il est là. Voilà. L'amendement, il est là. Donc là, vous avez l'exposé qui va expliquer l'amendement. Donc les plus-values immobilières en résidence principale sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux lorsqu'elles sont réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier
ou relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée, bon voilà, ok. Le montant de l'impôt dû après abattement est égal à 36% de la plus-value imposable. Je vous laisse lire les détails, hein, parce que sinon on ne s'en sort pas. L'abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère des prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l'impôt sur le revenu, au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux. Voilà, c'est la exact, quoi. Je veux dire, ça aurait pu être simple, mais non, il faut que ça soit le petit truc qui soit juste un peu plus compliqué. Ils auraient pu, je sais pas, faire 25 ans pour les deux, par exemple, mais non, il faut que ça soit 22 ans et 30 ans. Il faut qu'il y ait une possibilité de se tromper pour pouvoir redresser les gens et pour gagner encore plus d'argent. Ça paraît un truc sympa comme ça, mais en fait, c'est complètement vicieux, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant de complexité, c'est antidémocratique, c'est un scandale, hein. Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier. C'est n'importe quoi. Le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée. Le vendeur, quand vous avez un bien immobilier, ce qui est marqué dans l'explication, hein, c'est vous êtes un vendeur, vous voyez. Vous n'avez pas le droit d'avoir vous n'avez pas le droit d'avoir comment dire, un immeuble, vous n'avez pas le droit d'avoir un bien immobilier quelque part que vous allez conserver. Vous êtes un vendeur, hein. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la mentalité, de la tournure d'esprit. Où est-ce que ces gens-là, ils vont chercher ça, quoi. Particulièrement à l'approche de l'exonération totale sans forcément l'entretenir, ce qui peut conduire à de l'habitat dégradé. Bon, je dois avouer que c'est un peu sombre cette phrase, mais bon, j'imagine que voilà. Cette exonération en fonction de la durée des détention semble de plus injuste en raison de la... ok. Le groupe Les Démocrates, encore eux, j'ai l'impression, hein, encore eux. Alors, ce qui est intéressant avec les groupes du centre, en fait, je me rappelle par curiosité, il y a pas mal d'années, en fait, j'avais vu une réunion. Alors, je sais pas de quel parti, mais en tout cas, c'était le parti qui se situait quelque part entre, disons, entre les socialistes et les radicaux de gauche, et puis le LR, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je sais pas trop quel parti c'est, mais si vous voulez, c'est le centre, hein, le centre. J'en avais tiré la conclusion assez terrible que ces gens-là sont quand même principalement des fonctionnaires, donc ça veut dire que c'est des gens qui sont principalement financés par l'État, financés par les impôts, et donc voilà, si vous voulez, c'est un peu comme le Canada Dry. Ils ont l'air d'être de droite, hein, ils ont la couleur de droite, etc. Mais en fait non, ils sont de gauche. Ils sont de gauche. C'est comme si idéologiquement en fait ils font partie du NNFP. On a vu, hein, on a vu avec l'impôt sur l'impôt contre les Français de l'étranger, contre les expatriés français, hein, de nationalité française en plus. On voit bien que ces gens-là, voilà, ils sont contre dès que ça sort un peu du mode risque. C'est des gens qui sont extrêmement conservateurs de leurs privilèges en fait, hein. Alors donc souhaite supprimer ces abattements pour une durée de détention en remplacement par un abonnement équivalent à l'actualisation de la valeur d'acquisition du bien en fonction de l'inflation pour déterminer la plus-value imposable. Oh, franchement, faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut arrêter de faire des pompes, des trucs aussi compliqués, quoi. C'est imbouffable. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour. Ça me rappelle le film qui s'appelle Les Trois Frères. Vous savez, là, quand les gars ils vont voir. C'était quoi? C'était un avocat ou un huissier ou un notaire où le mec il parle en latin, quoi. C'est un peu le même genre.
Dans le même temps, nous souhaitons appliquer de la même manière le prélèvement forfaitaire unique aujourd'hui à 30%. Ce système nous paraît plus juste. Bah ouais, il vous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d'une telle mesure demande un temps d'adaptation pour tous les acteurs. Donc si vous voulez, ils voient que ça va vraiment impacter tout le monde, hein, et donc ils se disent, bon, on va quand même pas mettre un grand coup tout de suite, on va quand même faire ça progressivement pour éviter en fait de choquer tout le monde, hein. Mais c'est juste pour que le truc passe plus facilement en fait, hein. Voilà. Ainsi, cette réforme s'appliquerait du 1er janvier pour les terrains à bâtir, à partir de 1 pour les terrains bâtis. L'entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d'offres dans les 2 ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle. Moi, je trouve que, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on a actuellement, c'est les gens qui sont élus, parce qu'il n'y a pas que, hein, je veux dire, les démocrates, il n'y a pas que, en fait. Vous savez, on dit, le gars qui a pour le gars qui a un marteau, chaque problème est un clou. Bah là, c'est un peu pareil, si vous voulez. La seule chose que ces gens-là sont capables de faire, hein, ceux qui sont dans ces instances, c'est de faire des lois, c'est de taxer. Donc en fait, tout problème se résout en une taxation. Ils savent faire que ça. On leur a appris que ça à l'école. Bah non, on leur a... je sais pas si on... Mais ils savent faire que ça. Donc voilà, un problème, une taxe. C'est un peu comme auparavant, un problème, une loi. Un fait divers, une loi. Bah là, c'est un problème, une taxe. Il y a rien d'autre, quoi, je veux dire. Alors, la discussion, elle est vraiment très très intéressante et en fait très très édifiante, hein, je veux dire, parce que le texte, il est un peu abscon, hein, il n'est pas très grand, il est pas très grand, bon, on comprend que de toute façon, il va falloir payer plus, hein, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais l'exposé sommaire, en fait, il est encore plus sombre et encore plus incompréhensible que les quelques lignes du texte. Faut le faire, hein, quand même. Hein, c'est grandiose. Hein. C'est absolument grandiose. Mais quand vous regardez, heureusement, le débat qui a eu lieu autour de cet amendement, donc le CF 1814, eh bien, à ce moment-là, on voit... La fiscalité des plus-values immobilières, donc ok, doit combiner la lutte contre la rétention financière, etc. Donc, rétention financière. Ah non, foncière, pardon. Foncière. Bon, ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, face à cette révolution intellectuelle, je reste prudent. Je crains qu'il y ait des risques de spéculation. Puisqu'on se trouve face à un nouveau blocage, avis défavorable. Donc ça, c'est un avis défavorable de la part de Charles de Courson. Voilà. Je ne sais pas quel parti il est. EPR. EPR. Alors, je pensais que c'était un... Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce parti. Hein. L'amendement de Monsieur Jolivet propose le contraire. Ok, il me semble par ailleurs qu'il existe d'autres possibilités que celles proposées par cette personne pour remettre des résidences secondaires sur le marché des résidences principales et ainsi lutter contre la crise du logement. Donc là, c'est un peu plus clair. On voit qu'il s'agit de remettre les résidences secondaires sur le marché des résidences principales. En séance, je vous proposerai de supprimer toute exonération sur les plus-values immobilières pour les résidences secondaires à compter de... Donc là, on voit qu'il s'agit de remettre des résidences secondaires en fait sur le marché. Nous avions déposé, donc socialistes, un amendement similaire, malheureusement déclaré irrecevable. Et donc ce qui a été déposé par les démocrates propose même un taux de taxation supérieur. Supérieur aux socialistes. Nous le soutiendrons donc et veillons à ce que cette avancée soit confirmée en séance. Donc il parle de la séance, donc j'imagine que ça a été acté par la séance à l'Assemblée nationale. Alors,
Je suis très gêné, donc ça c'est divers droite, hein. Je pense que c'est plus ou moins proche de LR à vrai dire. Je suis très gêné par la tonalité politique de ce débat. Vous accusez, voilà, donc c'est là où ça éclaircit un peu le truc. Vous accusez les propriétaires de rétention foncière. Admettez que c'est une vision particulière de la société. Au fond, à vos yeux, le problème de fond est celui de la propriété privée. Votre amendement vise à pousser ceux qui auraient eu la chance d'hériter d'une résidence secondaire, par exemple, à s'en séparer. Au-delà de la recherche permanente de la recette fiscale, donc voilà, c'est assez clair, votre vision interroge sur l'organisation de la société. Il n'y a pas de rétention foncière, il y a de la propriété privée. Voilà, je crois que c'est vraiment la phrase fondamentale, hein. Il n'y a pas de rétention foncière, il y a de la propriété privée. En fait, ces gens-là s'octroient le droit, contrairement d'ailleurs aux droits de l'homme, hein. Je vous signale que le droit de propriété, c'est pas seulement dans la Constitution, c'est un droit de l'homme. C'est un droit de l'homme qui a été défini en 1789 et c'est pas pour rien qu'il existe le droit de propriété. Parce que sans propriété privée, il n'y a pas de liberté, hein. Sans propriété privée, vous avez un État qui possède tout et par le fait, vous avez un État qui monopolise tout. Mais dans cet État, vous avez des gens qui ont le pouvoir du monopole et qui s'en servent eux pour leurs besoins personnels. C'est ça le problème en fait du truc. Et donc c'est extrêmement grave. On a des députés qui en fait soit ne comprennent pas, mais en l'occurrence s'agissant de personnes d'un certain âge, éventuellement ayant passé du temps dans le domaine immobilier, comprennent très bien ce qu'ils font, qui sont carrément en train de lutter contre un des articles des droits de l'homme, ni plus ni moins. On est en train de reprocher aux Chinois ou à d'autres pays de ne pas respecter les droits de l'homme, mais là, ça se passe chez nous, en France. Ça se passe chez nous, en France. Voilà. Mon amendement se veut incitatif, etc. Blabla, tout ça, machin. Voilà, donc or, alors je sais pas, c'est comme Halloween, donc c'est comme horrible. Horrible. Horriblement moche ou des trucs comme ça, or. Qu'est-ce que c'est que ça, or? Je ne remets pas en cause le principe de propriété privée. Je constate simplement, donc ça c'est un mais en fait, si vous voulez, je ne remets pas en cause le principe de propriété privée, mais si jamais ça peut nous rapporter du blé, à ce moment-là, je n'hésiterai pas un seul instant. Donc voilà, il faut vraiment réussir à inverser la tendance, etc. Je retire mon amendement au profit de machin chose. Donc si vous voulez, ce qui est assez fou dans ce débat sur le budget finalement, c'est qu'on a des gens quelque part qui se présentent avec une étiquette de droite, hein, mais qui en fait ce sont de purs collectivistes, c'est-à-dire que la révolution de 1789, ils la maudissent, ils maudissent les droits de l'homme, ils maudissent le droit de propriété, ils maudissent la liberté. Encore une fois, on est dans la même problématique, si vous voulez, que l'impôt contre les expatriés, contre les Français de l'étranger. On est contre la liberté. Hein. À partir du moment où tous ces gens-là sont bien intégrés dans une société avec et dont le revenu en fait dépendent de l'État, dès l'instant où il y a le moindre petit sou qui risque de leur échapper, dès l'instant où il y a la liberté pour les gens qui ont envie d'exercer leurs droits de par les droits de l'homme, de par la Constitution, eh bien à ce moment-là, ces gens-là sont contre. C'est extrêmement grave. C'est vraiment très très grave. Je pense c'est grave.
c'est très très grave. Voilà, c'est... voyez un peu le truc. Alors malheureusement, toutes ces histoires sont cachées dans des trucs incompréhensibles, illisibles. Il n'y a pas beaucoup de défense, hein, il n'y a pas beaucoup de défense parce que bah, les experts en fait qui permettent de comprendre tous ces trucs-là, quelque part, c'est leur intérêt que vous compreniez rien de manière à ce qu'ils puissent vous vendre des prestations pour pouvoir analyser le truc, hein, voilà. Et donc, voilà, on est dans un monde comme ça, et effectivement, comme vous l'avez fait remarquer dans le commentaire, c'est non seulement le truc, il est quelque part rétroactif, hein, parce que bah, ça s'en prend à une propriété qui date déjà depuis pas mal de temps, hein, donc c'est rétroactif, premièrement. Mais donc c'est grave, et ce qui est encore plus grave, c'est que ça va carrément contre les droits de l'homme. C'est absolument contre les droits de l'homme, c'est contre le droit de propriété privée qui fait que eh ben, vous n'êtes pas dépendant des quelques personnes qui ont la main mise sur l'État, comme c'est le cas dans les pays communistes, comme c'est le cas ou c'était le cas en URSS, ou en Corée du Nord, et même la Chine, qui était un pays communiste à une époque, a abandonné ce genre de folie. Euh, la Chine qui était pour le coup un véritable pays communiste, hein. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, mais la Chine, sa référence en termes de révolution, c'est important à noter, hein, c'est pas pour les communistes chinois, hein, pour les gens qui se réclament du communisme en Chine, ce qui fait référence pour eux, c'est pas du tout la Révolution française de 1789, c'est la Commune de Paris de 1870. Hein. C'est très important de noter ça parce que il y a vraiment une démarche qui est vraiment complètement différente. Mais même eux ont complètement abandonné en fait cette idéologie. Hein. Maintenant, vous n'avez plus que les drapeaux rouges, les étoiles rouges et ce genre de choses-là qui restent encore. Bon, j'imagine ils pensent que probablement ça fait joli, mais on n'en est plus là. Donc, si vous voulez, on se rend compte en fait que à travers ce budget, à travers l'impuissance du personnel politique à proposer des solutions positives au pays, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, des investissements, de la formation, des choses qui tirent le pays vers le haut. Là, on a au contraire des gens qui tirent le pays vers le bas, alors qu'ils sont les bénéficiaires directs du fait que l'État prélève les impôts. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si demain l'État français, par exemple, ne pouvait plus retirer de l'argent des marchés financiers, hein, s'il ne pouvait plus emprunter, je vous rappelle qu'en 2025, l'État français doit emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés financiers. Si s'ils ne pouvaient pas faire ça, ces gens-là, hein, tous ces gens-là, eh bien, seraient directement impactés parce que l'État ne pourrait plus leur verser l'argent, les salaires, les défraiements de frais, et les retraites, etc. Donc, si vous voulez, c'est grave pour ces gens-là. Hein. Et donc, c'est peut-être un peu pour ça que vous avez comment dire, un concours. Un concours Lépine, oui, voilà. C'est vrai que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps dans le débat politique. Je ne sais pas de qui est la phrase, mais le concours Lépine, un peu de la taxation. Encore une fois, tous ces gens-là suivent la phrase suivante, hein, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et là, leur marteau, c'est juste la politique fiscale. Ils savent, ce sont des gens qui, malheureusement, sont assez limités et ne savent rien faire d'autre, à moins de démontrer le contraire. Mais je suis désolé, pour l'instant, on en est là. Le pays se débat avec une dette pas possible, justement parce que ça fait
des années que les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, hein, depuis 2012, ont mis le pays la tête sous l'eau. Et maintenant, bah, voilà où on en est. Et quelque part, ces mêmes gens de l'arc voilà, démocrate, machin, modem, truc comme ça, c'est ces mêmes gens, en fait, eh ben, qui prennent des mesures contre les Français de l'étranger et puis aussi qui prennent des mesures contre la liberté des Français de l'étranger, contre la propriété individuelle. Donc, ils n'hésitent pas à bafouer les droits de l'homme pour être sûr de pouvoir être payés un jour eux-mêmes personnellement tout seuls et tous leurs amis et tous leurs clients. Donc la situation évidemment elle est extrêmement grave et ce genre d'amendement bah, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale et la question que ça pose surtout en France c'est la question malheureusement des contre-pouvoirs. Fut une époque, le Conseil constitutionnel était relativement respecté. Ses avis s'imposaient vraiment à tout le monde sans discussion. Il n'y avait pas d'arrière-pensée à partir du moment où le Conseil constitutionnel se prononçait. La pandémie a montré que le Conseil constitutionnel permettait des choses absolument pas normales dans un pays censé être le phare de la lumière, de la civilisation des droits de l'homme. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est vraiment... c'est terrible. Donc voilà. Voilà les deux amendements que je voulais aborder. Et surtout, bah, donc merci pour m'avoir signalé cet amendement. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée.